Et comment, ça va? En haute mer, un remorqueur se déplaçait vers le milieu de l'océan. Soudain, il semble avoir heurté quelque chose. Avant que quiconque ne puisse réagir, le navire commence à trembler violemment. Le capitaine tire immédiatement une fusée éclairante pour demander de l'aide. Non loin de là, un bateau de pêche navigue. Le capitaine André décide alors d'accélérer en direction du lieu du secours. Cependant, pour une raison inconnue, la mer se couvre soudainement d'un brouillard épais ralentissant l'opération de sauvetage. À ce moment-là, la radio du bateau de pêche transmet un appel de détresse. André sent que quelque chose ne va pas et son pressentiment s'avère juste, car lorsqu'il arrive à l'endroit d'où provient le signal de détresse, le lieu est complètement vide, sans laisser la moindre trace. Mais une scène apparaît peu après qui choque profondément André. Il n'avait jamais entendu un son aussi étrange de toute sa vie. C'est pourquoi, en rentrant, il signale immédiatement tout l'incident. Les autorités prennent l'affaire très au sérieux et envoient une biologiste marine nommée Abigail pour diriger l'enquête. Avant son départ, ses supérieurs insistent sur le fait que le lieu de l'accident est la baie de Ferrand. En entendant ce nom, Abigail est très surprise car cet endroit n'est pas seulement sa ville natale, mais aussi lié à des souvenirs douloureux du passé. Après de nombreuses années, Abigail retourne sur ses terres. Sans perdre de temps, elle part avec l'officier Priant jusqu'à l'entreprise locale de fruits de mer pour enquêter. Le remorqueur comme le bateau de pêche appartiennent à cette entreprise, dirigée par le père d'Abigail. Sur place, elle comprend rapidement la situation initiale, notamment la localisation de l'incident. Elle retrouve ensuite le capitaine André pour clarifier les événements, découvrant ainsi l'histoire d'une lumière étrange. Selon André, c'était le son le plus bizarre qu'il ait jamais entendu. Et la lumière émise était également extrêmement inhabituelle. Pendant un instant, il a même cru à une explosion. Après avoir réuni toutes ces informations, Abigail part immédiatement vers l'endroit où le remorqueur a coulé. L'endroit est éloigné de la côte et il n'y a qu'une bouée de signalisation en guise de repère. Toutefois, quelque chose surprend Abigail. Elle vient à peine de quitter la côte et voit déjà la bouée. Cela est complètement différent de ce qu'elle attendait. Avant de pouvoir comprendre cette incohérence, le bateau qu'elle pilote commence à présenter des dysfonctionnements. Tous les appareils de communication électronique cesse de fonctionner. Même la source d'énergie est interrompue. Abigail sent clairement quelque chose frapper le fond du bateau, manquant presque de tomber à la mer. Peu après, les équipements du bateau recommencent à fonctionner. Abigail ramène immédiatement le bateau au port. Elle se rend ensuite au bureau du maire pour demander une ordonnance suspendant temporairement les activités maritimes. Cependant, après avoir entendu ces explications, le maire ne prend pas sa demande au sérieux. Il pense qu'il existe de nombreuses causes possibles à ce genre de phénomène. Peut-être une prolifération de plancton ou encore la présence de sous-marins dans la région, ce qui pourrait provoquer une distorsion du signal. S'il ne s'agissait que de ces raisons, il ne pouvait pas émettre un ordre interdisant la navigation. Abigail sort frustrée, disant que cela ne l'étonne pas. Elle se rend alors au service local de gestion maritime pour consulter le dernier signal de localisation du remorqueur. Après une analyse minutieuse, elle est absolument certaine qu'au moment de l'accident, le remorqueur a également été affecté par un type d'interférence électronique. C'est pourquoi la localisation enregistrée correspondait à celle de la bouée de signalisation complètement imprécise. De plus, Abigail remarque qu'au moment de l'accident, un navire de recherche océanographique se trouvait à proximité. Peut-être pourrait-elle utiliser ce navire pour retrouver l'emplacement réel du remorqueur coulé. Peu après, ils localisent le navire scientifique et se rendent rapidement dans la zone cible pour lancer une opération de sauvetage basée sur les données radar. Et malgré les recherches de l'équipe de sauvetage, aucune épave du remorqueur n'est retrouvée. Le radar du navire scientifique a lui aussi été fortement perturbé par des ondes électromagnétiques. Mais Abigail ne baisse pas les bras. Elle suit la trajectoire du navire scientifique et collecte plusieurs échantillons d'eau de mer. Elle les analyse ensuite pour localiser l'épave. Peu après, ses recherches portent en leurs fruits. Elle calcule des coordonnées basées sur les échos du sonar et demande à l'équipe de s'y rendre. Étonnamment, ils trouvent réellement le remorqueur coulé au fond de l'océan. Une fois soulagée, Abigail n'a plus qu'à attendre la fin du sauvetage pour poursuivre l'enquête. Mais cette même nuit, un nouvel incident survient. Un navire cargo passe par cette région et fait face à un événement similaire. L'équipe du service de gestion océanique détecte l'anomalie au radar et entend un appel de détresse de l'équipage. Immédiatement, l'opérateur appuie sur le bouton d'alerte d'urgence. En même temps, un faisceau lumineux très puissant est émis depuis cette zone de la mer. Plus tard, grâce à la réaction rapide des responsables, les dégâts sur l'embarcation ne furent pas si graves. Au cours de l'enquête, Abigail découvrit de nombreux détails sur l'incident de cette nuit-là, notamment à propos de la défaillance du radar. Une fois de plus, la répétition de ces événements poussa Abigail à croire qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Cependant, avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage à la cause de ces phénomènes, elle reçut un message annonçant que le remorqueur coulé avait été remonté à la surface. Cela éveilla ses soupçons car le processus de sauvetage avait été trop rapide, ce qui était anormal. Ce n'est que plus tard qu'Abigail apprit que des militaires avaient participé à l'opération de récupération. Pourtant, leur présence rendit tout encore plus confus. Les gens commencèrent à se demander pourquoi l'armée s'était soudainement impliquée. Lorsqu'elle vit le remorqueur, Abigail comprit peu à peu. Selon les témoignages des sauveteurs, lorsqu'il fut sorti de l'eau, il n'en restait
restait que la moitié. Les marques sur la structure montraient en un moment qu'une force immense avait littéralement déchiré le navire en deux. Cela semblait totalement illogique, car ni la force de l'impact ni les vibrations de la nuit de l'accident ne suffisaient à déchirer de l'acier de cette manière. En entendant cela, Abigail commença à élaborer une hypothèse. Pour éviter que d'autres personnes soient en danger, elle réunit immédiatement tous les habitants de la ville. La majorité étaient des pêcheurs ou des marins vivant de la mer. Abigail leur conseilla alors de ne pas sortir en mer dans les jours à venir par simple précaution. Juste après cet avertissement, quelqu'un se leva et demanda d'où venait ce prétendu danger. Mais Abigail ne connaissait pas la réponse. Elle dut donc être honnête. En entendant une réponse aussi vague, les gens changèrent d'attitude et commencèrent à se moquer de ses propos, quittant la salle un par un. Le père d'Abigail était également présent. Avant de partir, il lui dit que si elle voulait que les gens la croient, elle devrait revenir seulement avec des preuves concrètes. Le fait que même son propre père ne la croit pas bouleversa profondément Abigail. Mais à ce moment-là, une femme se leva pour la soutenir. Elle s'appelait Sylvia, la sœur aînée du défunt mari d'Abigail. Sylvia était désormais une écologiste radicale et avait toujours cru que les humains ne devaient pas trop interférer avec la nature. Cette fois, l'avertissement d'Abigail concordait avec les principes de Sylvia. C'est pourquoi elle décida d'aider Abigail à trouver des preuves et convaincre la population. Pour élucider ce qui désactivait les équipements des navires, Abigail et Julian se rendirent dans la zone où les incidents étaient fréquents. Ils envoyèrent 2 robots sous-marins pour mener l'enquête. Cependant, juste après leur immersion, tout contact avec les dispositifs fut perdu. Dans la dernière image transmise par l'un des robots, Abigail et les autres aperçurent quelque chose au fond de la mer. Mais l'image était si floue qu'il était impossible d'en identifier la nature. Immédiatement après, le bateau sur lequel ils se trouvaient subit le même phénomène que les navires précédents. Soudainement, tous les équipements cessèrent de fonctionner. Même le système d'alimentation fut complètement coupé. Au début, Abigail pensa attendre que tout revienne à la normale, mais elle remarqua qu'un tourbillon était apparu tout près du bateau. De plus, il se rapprochait lentement. Comme l'embarcation avait perdu toute capacité de mouvement, il n'y avait aucun moyen d'échapper au tourbillon. À ce moment-là, Abigail pensa qu'elle allait mourir, mais tout à coup, elle entendit un son étrange. Immédiatement, le tourbillon disparut, comme si tout cela n'avait été qu'une hallucination. Mais ils étaient certains d'avoir frôlé la mort. Lorsque le système du navire fut rétabli, ils rassemblèrent rapidement leurs affaires et retournèrent au port. N'ayant pas le courage de rester une seconde de plus dans cette zone étrange, Abigail pensa que la scène inhabituelle qu'ils avaient vécue était probablement un avertissement de la force à l'origine de tout cela. De retour au port, elle fit un rapport à son supérieur. Toutefois, celui-ci ne crut à aucune force cachée, estima qu'il ne s'agissait que d'un phénomène naturel. En réalité, ces phénomènes ressemblaient beaucoup aux signes d'un tremblement de terre sous-marin. Cependant, Abigail était convaincue qu'il ne s'agissait pas d'un événement géologique classique, mais plutôt d'une zone soumise à une puissante perturbation électromagnétique qui empêchait les robots de collecter des informations. Après avoir longuement hésité, Abigail décida de plonger au fond de l'océan pour enquêter. Le lendemain, elle enfila une combinaison de plongée spécialisée et retourna dans la zone maritime. Seule, elle sauta dans l'eau et suivit la chaîne de l'ancre du navire. Peu après, elle atteignit le fond marin et découvrit une faille dans le sol océanique. Peut-être que tout cela avait été causé par un séisme sous-marin. Découragée, Abigail remonta à bord du navire et se prépara à raconter à Julian ce qu'elle avait découvert. Mais peu importe combien elle l'appelait, il ne répondait pas. N'ayant pas d'autre choix, Abigail dut rentrer seule à la côte. Pourtant, Julien était tout près à ce moment-là. Peu avant, l'écologiste radicale Sylvia s'était rendue dans cette zone maritime pour aider Abigail à recueillir des preuves. Elle aussi avait décidé de plonger pour enquêter. Contrairement à la faille trouvée par Abigail, ce que Sylvia découvrit était bien plus surprenant. Il découvrit une grande quantité de bombes au fond de la mer. Lorsque l'agent Julien fut informé de la situation, il mena son équipe pour gérer le problème. Peu après, ils localisèrent en Sylvia et ses compagnons. Aussitôt, Julien et son équipe enfilèrent dans des combinaisons de plongée et plongèrent pour enquêter. À ce moment-là, Sylvia et les autres utilisèrent des caméras pour photographier les bombes. Mais quelques secondes plus tard, elle vit une lumière très intense exploser dans l'eau. Immédiatement après, toutes les bombes explosèrent en même temps. L'explosion fut si violente qu'elle attira l'attention d'Abigail, qui ne se trouvait pas très loin. Elle pilota un bateau jusqu'au lieu de l'incident et parvint à secourir Sylvia. Cependant, un officier présent sur place l'informa que Julien et ses compagnons étaient toujours en mer. Inquiète, Abigail plongea de nouveau pour tenter de les retrouver. Mais à cause de l'explosion récente, de nombreux débris flottaient sous la surface, limitant gravement la visibilité. Abigail fit tout son possible, mais ne parvint pas à retrouver Julian. Il était fort probable qu'il soit mort, et sa mort en service fut confirmée plus tard. Abigail se rendit à l'hôpital, espérant obtenir plus d'informations auprès de Sylvia. Cependant, sur ordre de ses supérieurs, elle ne fut pas autorisée à la voir. À ce moment-là, Abigail remarqua une femme au comportement suspect dans l'hôpital. Lorsqu'elle s'en approcha, la femme se retourna et s'enfuit en courant. Abigail était certaine qu'elle savait quelque chose et se lança aussitôt à sa
sa poursuite. Elle ne parvint pas à l'attraper, mais mémorisa parfaitement son visage. Peu après, elle découvrit son identité. La femme s'appelait Axel. Abigail partit donc à sa recherche pour savoir pourquoi elle était au secret à l'hôpital. Selon Axel, elle s'était rendue à l'hôpital pour retrouver Sylvia. Son objectif était d'obtenir les photos prises par Sylvia afin de les utiliser comme preuve que cette zone maritime était réellement dangereuse. Elle espérait ainsi faire pression sur le gouvernement pour qu'il mette fin au projet minier en cours dans cette région. Abigail l'écouta et poursuivit ses questions. Elle apprit alors que le gouvernement avait initialement prévu de construire des éoliennes dans cette zone marine, mais que cela n'était plus nécessaire car après l'explosion, toute la zone avait été interdite. Le projet d'installer des turbines fut donc annulé. Abigail se sentit aussitôt mal à l'aise en entendant cela. Elle se rendit chez le maire pour demander une autorisation spéciale afin de traverser la zone interdite. Mais la réponse fut claire, c'était impossible car cela relevait d'un ordre national. Même le maire n'avait pas autorité pour intervenir. Si elle ne pouvait pas entrer dans la zone, Abigail ne pourrait pas enquêter sur la véritable cause de l'explosion. N'ayant pas d'autre option, elle décida de franchir la frontière discrètement. Elle alla voir le capitaine André et lui demanda si le petit bateau de pêche qu'elle avait entreposé était toujours disponible. Ensemble, ils partirent discrètement en mer pour poursuivre l'enquête. Une fois arrivés sur place, Abigail déploya un ensemble d'équipements sonars et commença à enregistrer tous les sons provenant de la zone. En quelques instants, la mer d'ordinaire calme émit un son étrange et instable. D'après la forme de l'onde captée, elle exclut immédiatement la possibilité d'un séisme. Cependant, un groupe de soldats s'approcha rapidement d'eux. Face à la situation, Abigail retira immédiatement la carte mémoire de l'appareil et fut escortée par les soldats. Elle fut emmenée au poste militaire du port où elle rencontra une commandante nommée Calderi. Cette femme lui dit qu'elle observait Abigail depuis longtemps et qu'elle savait qu'elle enquêtait sur les secousses marines. Calderi déclara qu'il ne voulait pas entraver ses recherches. Au contraire, il souhaitait coopérer pour découvrir la vérité derrière ce phénomène. Mais Abigail ne faisait pas confiance aux militaires. Elle inventa donc un prétexte pour refuser la proposition de collaboration. Malgré cela, les forces armées ne comptaient pas abandonner l'affaire si facilement. Ainsi, même si Abigail fut relâchée, elle découvrit en rentrant chez elle que tous ses documents de recherche avaient été confisqués. De son côté, André, qui avait également participé à l'incident, ne reçut aucune attention de l'armée. Dès sa sortie de la base, il rassembla quelques amis pour mener une enquête discrète sur le fond marin. Les deux personnes qu'il contacta furent Axel, technicienne en communication, et Youssef, professeur en ville. Ensemble, ils analysèrent les informations disponibles et conclurent que tous les événements étranges étaient liés à cette mystérieuse lumière. Axel montra alors une vidéo filmée depuis le phare, capturant le moment où l'incident avec le cargo s'était produit. En plus de cette étrange lumière, ils découvrirent également qu'un enfant avait été témoin de la scène. Youssef reconnut immédiatement le garçon, c'était l'un de ses élèves, nommé Jimmy. Jimmy se trouvait sur les lieux au moment des faits, il savait donc probablement quelque chose. Il fut aussitôt inclus dans le groupe. Comme Jimmy était né sourd et muet, il ne pouvait s'exprimer qu'à travers des dessins et la langue des signes. Grâce à cela, ils découvrirent qu'après l'apparition de la lumière, Jimmy avait ressenti de très légères vibrations. La lumière n'était pas continue, elle clignotait en rythme, comme si elle respirait. Quant à Abigail, bien qu'elle ait perdu tous ses appareils de recherche, elle avait conservé l'élément le plus important, la carte mémoire contenant l'enregistrement sonore. En utilisant l'ordinateur de quelqu'un d'autre, elle en extrayait les sons captés et réalisa que cela ressemblait aux pleurs d'une créature. Mais à ce moment-là, Axel apparut soudainement. Sans dire un mot, elle jeta son téléphone portable sur le lit et tira Abigail hors de la chambre. Une fois dehors, elle utilisa un miroir pour inspecter soigneusement sous la voiture, s'assurant qu'aucun traceur n'y était placé. Abigail ne comprenait pas pourquoi Axel agissait de manière aussi mystérieuse. Mais une seconde plus tard, elle suivit son regard et aperçut un véhicule militaire stationné à proximité. Il était évident que les militaires ne se contentaient pas de confisquer ses documents de recherche, mais surveillaient également chacun de ses mouvements. Abigail savait qu'il serait difficile d'échapper à leur contrôle. Cependant, Axel et des autres étaient déjà préparés. Un véhicule blanc arriva discrètement derrière la voiture militaire et Axel installa Abigail à l'arrière d'une moto, s'échappant par l'arrière. Les soldats tentèrent de reculer pour les poursuivre et le véhicule blanc bloqua leur passage. Peu après, Axel conduisit Abigail jusqu'à leur base secrète où elle retrouva André et les autres. En voyant le petit Jimmy, Abigail fut profondément émue, car Jimmy était son fils. Plus tard, grâce au témoignage du groupe, elle apprit qu'il soupçonnait l'existence d'une créature géante au fond de la mer. Elle regarda la photo de la lumière intense et se souvint d'expériences passées. Elle avait déjà enregistré un son particulier dans la fosse des Mariannes, très semblable à celui qu'elle venait de capter. Abigail commença à soupçonner que tout provenait de la même créature. Elle fit alors écouter l'enregistrement à André et aux autres pour qu'ils tentent d'en analyser l'origine. Cependant, avant qu'ils ne puissent tirer des conclusions, Axel fit une nouvelle découverte. Elle surveillait secrètement les fréquences radio de l'armée et venait de recevoir l'information que les militaires avaient enfin retrouvé la boîte noire du remorqueur. Ils se préparaient à faire appel à des experts pour décrypter les données et
comprendre ce qui s'était passé. Cependant, comme il s'agissait d'une mission ultra secrète, il ne permettait pas la participation de chercheurs locaux. Ils décidèrent donc de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Axel vit là une opportunité rare et contacta immédiatement Abigail pour lui proposer un plan. Bien que très risqué, Abigail jugea le plan réalisable. Elle se fit donc passer pour une chercheuse militaire et s'infiltra dans le camp. Grâce aux faux documents préparés par Axel, elle franchit les contrôles et accéda à la boîte noire du bateau de pêche. Elle ouvrit l'ordinateur et commença à décoder les données. Peu après, elle retrouva l'enregistrement sonore précédent, le naufrage. Le son était exactement le même que celui qu'elle avait déjà capté. Elle conclut que la créature à l'origine de ce son était responsable du naufrage. Cependant, elle s'aperçut que plusieurs soldats l'attendaient déjà à l'extérieur de la tente. Elle attrapa aussitôt ses affaires pour tenter de fuir, mais en sortant, elle se retrouva cernée par les militaires. Sans aucune chance de s'échapper, Abigail fut de nouveau capturée et conduite devant la commandante Calderi. Comme la dernière fois, Calderi lui demanda de coopérer, mais Abigail résista encore. Cette fois, Calderi la menaça clairement de prendre en otage toute la population de la ville pour la forcer à accepter. Face à une telle situation, Abigail répondit simplement qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Après une nuit blanche, elle accepta finalement de collaborer avec l'armée à condition d'imposer ses propres règles. Elle exigea de travailler aux côtés d'André et des autres. Cette demande n'était pas difficile à satisfaire, d'autant plus qu'Abigail avait déjà pris l'initiative avant d'obtenir l'autorisation. André et son équipe étaient donc déjà présents et Calderi n'eut d'autre choix que d'accepter. Avec le soutien militaire, l'enquête d'Abigail progressa rapidement. Grâce à l'équipement à distance fourni par l'armée, elle accéda facilement à la zone sous-marine dangereuse. Peu après, quelque chose fut détecté dans l'eau. Abigail diffusa l'enregistrement sonore dans le drone et le synchronisa avec le système lumineux pour émettre un signal vers l'ombre projetée. Pourtant, malgré plusieurs tentatives, il n'y eut aucune réponse. Depuis la salle de contrôle, Abigail et les autres commencèrent à douter de toute la recherche. Tandis qu'elle réfléchissait à la suite, Youssef eut une idée. Peut-être qu'Abigail devrait transmettre le son enregistré des années plus tôt dans la fosse des Mariannes. Elle suivit cette suggestion et lança le signal basé sur cet ancien enregistrement. Contre toute attente, cela fonctionna. L'écran jusque-là, muet, émit une lumière vive correspondant exactement à la vidéo précédente. Mais à ce moment-là, le drone perdit le contrôle et fonça droit vers la lumière. En réalité, l'armée n'avait jamais vraiment fait confiance à Abigail et son équipe. Voyant que la recherche avançait, Calderi ordonna la prise de contrôle du drone. Son but était d'approcher la source lumineuse et de l'étudier. Mais la zone surveillée précédemment par Abigail se trouvait précisément à la frontière d'un champ électromagnétique de niveau 5. En s'y enfonçant volontairement, Calderi et ses hommes perdirent tout contact avec le drone. À cause de cette imprudence, tous les efforts risquaient d'être réduits à néant et la créature pourrait ne plus jamais répondre. Abigail, furieuse, accusa Calderi puis quitta le camp militaire. Elle se rendit à l'hôpital local, ayant appris que Sylvia était sortie du coma. À ce moment-là, Sylvia était probablement le seul indice encore disponible. Abigail ne voulut pas attendre davantage et lui demanda ce qui s'était réellement passé au fond de la mer et pourquoi une explosion aussi soudaine avait eu lieu. Après avoir réfléchi, Sylvia expliqua qu'elle prenait des photos des bombes immergées lorsqu'elle sentit une secousse dans son dos. En se retournant, elle vit une lumière intense. Puis les bombes explosèrent. Elle ne se rappelait rien d'autre. Ce témoignage permit à Abigail de remarquer un détail important. Sylvia utilisait l'éclairage de la caméra. À partir de là, Abigail déduisit que la créature sous-marine était extrêmement sensible à la lumière. C'était probablement la lumière intense qui avait détruit le drone et attiré la créature vers Sylvia, provoquant l'explosion. Si cette hypothèse était correcte, tout commençait à avoir un sens, mais une question restait en suspens. Pourquoi la créature n'avait-elle commencé à attaquer que récemment? Peut-être qu'elle n'était arrivée dans cette zone que récemment. Sinon, avec son comportement, le village côtier aurait été détruit depuis longtemps. Abigail décida de tenter une nouvelle fois d'entrer en contact avec la créature géante des profondeurs. Pour comprendre pourquoi elle était apparue ici et sachant qu'elle était sensible à la lumière, cette fois, Abigail choisit de ne pas utiliser le drone. Elle décida de plonger elle-même. Peu après, Abigail et André atteignirent la zone maritime dangereuse. Sous le regard inquiet d'André, Abigail plongea sans hésitation et descendit vers les profondeurs. Après un long moment, elle aperçut à nouveau la faille mystérieuse dans le sol marin. Mais cette fois, une lumière intense émanait de l'intérieur de la faille. Abigail supposa que c'était le repère de la créature géante. Elle s'en approcha prudemment et découvrit en effet une créature étrange. Mais elle était très petite, emprisonnée dans un filet. En plongeant plus profondément, une créature gigantesque repéra le petit bateau à la surface. Aussitôt, un tsunami de plusieurs mètres se forma sur toute la mer. André, resté sur le bateau, avait déjà perdu tout espoir et se préparait à mourir. Mais soudain, la vague disparut, comme si elle n'avait été qu'une illusion. En réalité, la créature géante avait senti qu'un événement inhabituel se produisait à l'intérieur de la faille. Au même moment, Abigail comprit toute la situation. Elle tenta rapidement de retirer le filet qui emprisonnait la petite créature. Cependant, sans l'équipement adéquat, les progrès furent très lents. Malgré de longs efforts, elle ne réussit pas à libérer l'étrange être. Au fil du temps, la créature s'affaiblit
s'affaiblit de plus en plus et finit par mourir. Abigail fut bouleversée mais n'eut pas le temps de pleurer. Elle vit aussitôt la grande créature se diriger vers elle. Elle tenta de remonter rapidement mais il était déjà trop tard. Dès qu'elle quitta la faille, le courant marin devint extrêmement violent, la déséquilibrant. Finalement, Abigail fut aspirée dans un tourbillon et sa tête heurta une roche. Elle perdit connaissance sur le coup. Lorsqu'elle se réveilla, elle ignorait combien de temps s'était écoulé. L'eau était redevenue calme, mais elle était épuisée, sans force pour remonter à la surface. Pire encore, elle vit une lumière très vive apparaître juste à côté. C'est à ce moment-là qu'André, toujours à bord du bateau, arriva à temps et tira Abigail hors de l'eau. Une fois installée sur le bateau, elle réussit enfin à retirer son masque de plongée. Mais sa tête saignait abondamment. Si André n'était pas arrivé, elle serait probablement morte noyée. Ensuite, ils retournèrent rapidement au port. André raconta avec fierté à sa femme ce qui s'était passé entre lui et Abigail en mer, notamment qu'il avait vu la créature lumineuse de ses propres yeux et qu'il avait sauvé Abigail. Il reçut aussitôt de nombreux éloges et l'admiration de ceux qui l'entouraient. Cependant, parmi la foule, un marin paraissait étrange. Pendant ce temps, Abigail, de retour au port, courut chez elle, consumée par la culpabilité et la peur. Elle croyait que si elle avait compris plus tôt la situation, elle aurait peut-être pu sauver la créature et éviter ainsi le tsunami. La nouvelle concernant André parvint rapidement à l'armée. En combinant les données récemment collectées, ils conclurent que le pouvoir de la créature semblait diminuer. Calderi décida alors de mobiliser les troupes pour la capturer. Abigail était totalement opposée à cette décision. Une fois ses émotions calmées, elle décida de chercher un moyen de sauver la créature marine. Elle avait également remarqué des signes évidents de faiblesse. Elle supposa que pour une raison inconnue, la créature s'était égarée et était arrivée par erreur près de cette petite ville. Puis, comme le bateau de pêche et le remorqueur avaient accidentellement blessé son petit, elle ne pouvait plus quitter les lieux. De plus, l'environnement de la ville n'était pas adapté à la survie d'un être aussi grand. Si elle n'était pas rapidement déplacée, cela pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Selon le plan d'Abigail, son groupe collecterait des sons d'autres créatures marines et tenterait de communiquer avec le monstre pour l'encourager à quitter la région de lui-même. Mais ce plan fut anéanti par le marin étrange. Après avoir entendu l'histoire d'André, il rassembla un groupe de personnes. Malgré le blocus militaire, ils forcèrent de la sortie du port pour partir à la chasse de la créature géante. Sa motivation était personnelle. Son meilleur ami était mort dans le naufrage du remorqueur et il avait juré de le venger. Grâce aux caméras de surveillance, Abigail aperçut le mouvement au port et accourut avec quelques amis pour arrêter le groupe de marins. L'armée envoya également une petite unité sur place. Les marins effrayèrent la créature, ruinant totalement le plan. Peu après, mais les soldats rejoignirent les pêcheurs et les menacèrent de force, leur ordonnant de revenir immédiatement sous peine d'être attaqués. Mais le groupe, furieux, refusa d'obéir. À ce moment-là, les soldats reçurent l'ordre de battre en retraite, laissant les marins perplexes sans comprendre pourquoi. En réalité, cet ordre venait de Calderi, mais non par compassion. Elle avait compris que la créature attirait délibérément les marins vers une zone sous-marine remplie d'explosifs. Si les soldats n'avaient pas reculé, ils seraient probablement morts avec l'autre groupe. En même temps, Abigail et ses compagnons furent eux aussi surpris par le retrait soudain des militaires. En consultant la carte de navigation, Abigail comprit rapidement. Le bateau était bien trop proche de la zone minée. Si personne ne les arrêtait, leur fin était assurée. Ses amis tentèrent d'utiliser la radio pour les alerter. Mais, aveuglé par la haine, le marin coupa l'équipement de communication. Alors qu'Abigail réfléchissait à ce qu'il fallait faire, le corps gigantesque d'un monstre surgit à la surface de la mer, non loin d'eux. En le voyant, le marin perdit le courage de poursuivre son plan de vengeance. Mais il était déjà trop tard. Abigail et les autres étaient entrés dans une zone remplie de bombes sous-marines. Le moindre faux mouvement provoquerait une attaque féroce de la créature et déclencherait toutes les charges explosives, ne laissant aucune chance de survie. Avant même qu'ils ne puissent envisager comment s'échapper, une violente secousse frappa la coque du bateau. Tous furent horrifiés de constater que le monstre se trouvait juste sous le navire. Selon les données précédentes, la créature émettait chaque nuit une puissante onde d'énergie. Si Abigail et les autres ne reculaient pas avant cela, la mort serait inévitable. L'armée et le groupe d'André comprirent le danger et élaborèrent des plans distincts. André et ses compagnons coururent jusqu'au phare pour suivre le plan initial d'Abigail, dans l'espoir de communiquer avec le monstre et de le convaincre de partir en paix. Mais ils n'avaient pas encore trouvé la bonne fréquence sonore. Le progrès était donc très lent. Pendant ce temps, le plan militaire était bien plus direct et radical. Calderi mobilisa un navire de guerre pour capturer la créature, avec pour priorité de l'empêcher de fuir. Elle informa Abigail que le destroyer arriverait dans 2 heures, lui demandant de ne pas paniquer. Dès lors, chaque minute comptait. En voyant que le monstre ne réagissait toujours pas au fond de l'eau, Abigail contacta immédiatement ses collègues au phare et leur donna des instructions précises. Naturellement, ces mouvements ne passèrent pas inaperçus auprès de l'armée. Calderi ordonna aussitôt à ses troupes de neutraliser le groupe présent au phare. Mais avant que les soldats n'atteignent les lieux, Axel avait déjà détecté leur avancée grâce au système de surveillance. Elle demanda alors de l'aide à ses compagnons. À l'autre bout de la ville, Jimmy apparut devant une foule rassemblée et utilisa la langue des signes pour demander de l'aide. Tous répondirent à l'unisson et coururent vers
le phare pour offrir leur soutien. Les soldats envoyés pour réprimer le groupe d'André n'eurent même pas le temps d'agir, car de plus en plus de citoyens se joignirent à la résistance. La fermeté de la population bloqua l'avancée des troupes. Calderi, voyant la situation, ordonna des renforts et autorisa l'arrestation de toute personne gênant l'opération. Mais les habitants avaient un plan. Ils commencèrent à diffuser en direct toute la scène sur les réseaux sociaux. Le face-à-face entre le peuple et l'armée attira rapidement des milliers d'internautes. Pourtant, les officiers restaient inflexibles. Face à l'impasse, Jimmy mena un grand groupe d'enfants qui formèrent une chaîne humaine en première ligne. En voyant cette scène, le commandant sur place renonça à toute tentative d'invasion. Cependant, du côté d'Abigail, la situation ne s'améliorait pas. Axel tenta de nombreuses fréquences sonores, mais sans établir le moindre lien avec la créature, jusqu'à ce qu'Abigail entende soudain un rugissement, empli de douleur et de désespoir. Elle fut elle-même émue par l'intensité de cette plainte. Une idée lui vint aussitôt. Peut-être que la communication avec la créature ne dépendait pas d'une fréquence fixe. Elle contacta Axel et lui demanda d'essayer de diffuser une musique émouvante, capable de toucher n'importe quel être vivant. Axel fut surprise, ne sachant quelle chanson choisir. Alors qu'elles hésitaient, l'un des compagnons d'Abigail dit qu'il en avait une sur son téléphone. Lorsqu'il la lança, Abigail sentit sa peine remonter. C'était une mélodie qu'elle avait elle-même composée. En réalité, cet homme était le mari d'Abigail. Ils avaient perdu leur enfant en bas âge et Abigail avait composé cette pièce pour lui rendre hommage. Peut-être que le monstre avait lui aussi perçu cette tristesse enfouie dans la musique, car il commença à bouger lentement. Mais il ne fit que quelques mètres avant de s'arrêter. Un navire de guerre se profilait devant lui. Poussée par l'instinct, Abigail sauta à la mer, déterminée à établir un contact direct. Pour la première fois, elle vit clairement la créature géante, éclairée par une lumière intense. Elle retira ses gants et toucha doucement la peau du monstre. À cet instant, une étrange connexion semblait les unir, comme s'ils ressentaient mutuellement leurs émotions. Quelques secondes plus tard, la créature se remit à avancer. Le navire tenta de lui bloquer le passage, mais tous les systèmes à bord tombèrent en panne. Finalement, Calderi et ses hommes ne purent que regarder, impuissants, alors que la créature disparaissait devant eux. En même temps, Abigail et les autres regagnèrent le port en toute sécurité. Ainsi se termine la première saison de Rivage, série de science-fiction et de drame sortie en 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo